baleinière a été officiellement interdite par la Cour fédérale d'Australie. Où qu'elle aille, Sea Shepherd suscite à chaque fois la controverse. La bataille en haute mer contre la chasse à la baleine s'est intensifiée. Le Japon qualifie ses activistes de pirates. Et c'est parti! Certains les qualifient de terroristes, d'autres de héros. Eux se considèrent comme des pirates des temps modernes. Ici, dans l'Antarctique, les Japonais prétendent mener des recherches scientifiques. Mais les Sea Shepherds les accusent de violer l'interdiction mondiale de la chasse commerciale à la baleine. Les deux camps disent agir dans la légalité. Il y a des traités et des règlements, mais personne pour les faire appliquer. On me reproche de risquer des vies humaines pour des baleines. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. C'est le gouvernement qui devrait s'en occuper, pas nous. Comme il ne fait rien, on s'en charge. Voici leur bataille. Voici leur guerre. Sur Terre, il y a peu de régions aussi rudes que l'Antarctique et c'est précisément la destination des Sea Shepherds. Les 34 membres de l'équipage sont pour la plupart de jeunes volontaires. Je suis convaincue que si je ne vais pas au bout de cette mission, je n'aurais pas vécu. Giles Lane, salle des moteurs. Je suis anglais. Aucune expérience. Je sais à peine changer un pneu de vélo. Ces volontaires ne sont pas préparés aux dures réalités de la vie en mer. Ça ne sera pas une croisière de tout repos. Je passe un petit moment dans cette cabine spacieuse. Elle est un peu plus grande qu'une boîte d'allumettes. Ces volontaires nous ont rejoints pour tout un tas de raisons. Certains veulent vraiment participer, passer à l'action. D'autres sont là pour l'aventure. Parfois, ça ressemble à la Légion étrangère. Je ne suis encore jamais parti en mer, alors j'ai peur de ne pas savoir quoi faire. J'ai toutes ces idées qui me trottent dans la tête. J'ai la chance d'avoir un hublot dans cette cabine. Des lits superposés. C'est le coin magique. Ces nouveaux venus ne savent pas comment s'organiser sur le Steve Irwin. Alors, le deuxième lieutenant, Peter Hammerstead, les réunit pour leur expliquer le règlement. On va dans l'un des endroits les plus isolés du monde. Alors il faut rationner à peu près tout. Vous pourrez prendre une douche d'environ 3 minutes tous les 3 jours. Il y a certaines choses à retenir, surtout quand on va dans l'Antarctique. Si vous tombez par-dessus bord pendant qu'on est ici, vous mourrez de froid avant qu'on puisse faire demi-tour. Il faut toujours être prêt au pire. D'accord ? Pendant que le Steve Irwin vogue vers le sud, l'équipage a une superbe occasion de se rappeler pourquoi il a embarqué. Les baleines sont vraiment des animaux à part. Le fait de les voir si près, de voir toute la puissance de ces animaux, Quand on voit cette baleine, un lien se crée et on se sent obligé de faire quelque chose. Je mesure l'intelligence par la capacité à vivre en harmonie avec la nature et, suivant ce critère, les baleines sont bien plus intelligentes que nous. La réalité est la suivante. Si la vie dans l'océan disparaît, nous disparaîtrons. La civilisation cessera d'exister. Voilà ce qui nous lie à elle. Cette saison, les baleiniers japonais projettent de chasser 935 baleines de mink et 50 rorquals communs dans le sanctuaire baleinier de l'océan austral. C'est le quota autorisé par la Commission internationale. Comment peut-on massacrer l'une des plus belles espèces de cette planète? Leur cerveau est plus gros qu'une voiture. Pour accomplir leur mission, les Sea Shepherds doivent d'abord localiser la flotte japonaise dans cet immense océan. Paul Watson compte sur ses officiers. En tant que capitaine, Paul ne donne pas ses ordres à l'équipage. Ce sont ses officiers qui s'en chargent. On navigue plein ouest. Le commandant en second s'appelle Peter Brown. Il a rejoint Sea Shepherd il y a 25 ou 30 ans.
Si c'était facile, tout le monde ferait ce travail. Peter Brown, il a sa propre idée sur la façon dont les choses doivent se passer. Et il est un peu fou. Peter le Hammer à marche-tête est notre deuxième lieutenant. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus dévoué, de plus compétent, de plus motivé. J'ai rejoint Sea Shepherd quand j'ai été sûr à 100% que j'étais prêt à risquer ma vie pour sauver une baleine. C'est parti, Stan! Dave Jennings est le maître d'équipage du navire. C'est son premier voyage avec Sea Shepherd. En tant que maître d'équipage, je m'occupe du pont, des embarcations et de tout ce qui se passe à l'avant de la passerelle, de la maintenance et de l'entretien du bateau, sauf de la salle des machines. En cuisine, le nouveau venu, Benjamin Potts, qu'on surnomme Potsy, doit préparer 3 repas végétaliens par jour pour tout l'équipage. C'est la première fois que je prépare uniquement des repas végétaliens. Et c'est vraiment bien. Au sud de Melbourne, le Steve Irwin traverse le tristement célèbre détroit de Bass, un bras de mer dangereux avec des vagues de 12 mètres de haut et de violentes tempêtes. C'est une véritable épreuve, même pour les marins les plus aguerris. On entre dans des mers parmi les plus dangereuses du monde. Il s'agit des 40e rugissants, des 50e hurlants et on atteindra même les 60e mugissants. Tous ces noms font peur, mais après avoir navigué ici, vous pouvez aller partout. À un moment, pendant la nuit, j'ai eu peur. J'étais au lit et le bateau s'est couché. J'ai cru qu'on n'allait pas se remettre d'aplomb. Malgré le mauvais temps et les énormes vagues, le Steve Irwin est en bon état, mais pas les jeunes volontaires. Je croyais au début que je n'aurais jamais le mal de mer, mais c'est arrivé. Je crois que le mal de mer est psychologique. Les gens qui sont malades ont peur de l'océan. Incapable de se lever ni même de tenir debout, l'équipage reste en cabine et le Steve Irwin se transforme en vaisseau fantôme. J'allais un peu mieux aujourd'hui, jusqu'à ce que j'essaie de faire ma lessive. Si je dois être malade comme ça, qu'est-ce que je fais là? Si les volontaires ne surmontent pas leur mal de mer, la mission de cette année sera sérieusement compromise. C'est ridicule. Après plusieurs jours passés sur des mers les plus dangereuses du monde, et avec un équipage sans expérience, souffrant du mal de mer, le Steve Irwin arrive enfin dans une zone plus calme. L'océan ressemble maintenant à un vrai lac. On n'a plus aucune raison d'être malade. La mer est très calme. Tout le monde est au travail. C'est bien. Content de revoir Zin à son poste. Ce n'est pas à cause de toi, Potsy. Le moral et l'appétit de l'équipage reviennent enfin. Le mal de mer fait partie du passé. Notre stratégie consiste à rejoindre le sanctuaire des baleines de l'océan Austral pour nous opposer aux baleiniers japonais. Mais il faut mettre au point des tactiques qui n'entraîneront pas de blessures. On a ce produit chimique, de l'acide butyrique. C'est une horrible boule puante. Ça sent un peu le vomi ici. Ça date de la campagne de l'année dernière. Ça doit venir des bouteilles. Il faut avoir les mains nues. Je ne veux voir personne avec des gants. Alors vous enlevez vos gants pour prendre les bouteilles. Il ne faut pas en renverser sur ce bateau. Si ça arrive, ce sera invivable ici. L'odeur de l'acide butyrique obligera les Japonais à évacuer le pont et gâtera la viande des baleines hissées à bord. Sachant que la précision est primordiale, l'équipage doit s'exercer avec des bouteilles d'eau. Dave, qui fait partie de l'équipe de lanceurs de bouteilles? Personne pour l'instant. C'est ceux qui lanceront le mieux. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on joue au baseball quand on est petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut s'entraîner pour qu'ils puissent lancer un objet lourd avec précision et atteindre toutes leurs cibles.
L'Antarctique est probablement le plus bel endroit sur Terre, avec ses icebergs aux formes et aux couleurs magnifiques. Je ne suis pas du genre mystique, mais pour moi, on ne peut pas être plus proche du paradis. Je n'ai jamais vu un plus bel iceberg. J'ai demandé à Paul de l'emporter avec nous, mais l'idée lui a pas plu. La prochaine fois. Il y a une faune absolument fantastique. Des cétacés, des manchots, des léopards de mer. Regardez ça! C'est le dernier endroit réellement vierge de cette planète. Il n'est pas rare de voir des icebergs tabulaires plus grands que la ville de Los Angeles. Regardez cette couleur. 25 mètres de haut, à ton avis? Je dirais entre 25 et 30 mètres. C'est de la glace. L'hélicoptère joue le rôle des yeux et des oreilles du navire. Grâce à lui, l'équipage peut voir à plusieurs kilomètres au-delà du radar. C'est l'un des outils les plus précieux pour localiser les baleiniers japonais. Le plus difficile dans cette campagne, c'est de trouver les navires japonais. Chaque jour, on peut couvrir une grande surface avec un hélicoptère. Mon travail consiste à tenir le navire et la passerelle informée. L'entretien d'une machine aussi compliquée dans cet environnement est un vrai défi pour le pilote Chris Holtman. Quand je suis ici, je ne pense qu'à l'hélicoptère. Alors il est difficile de trouver quelqu'un de plus concentré que moi. Mais j'ai découvert que Pozzi était un vrai mordu d'aviation. Il décide de faire confiance à Pozzi, le chef cuisinier, et de le prendre comme chef de la plateforme d'appontage. Ça change de venir ici et de travailler sur l'hélicoptère. C'est un peu moins stressant. Tout le monde est content, alors c'est bien pour moi et pour Pozzi. C'est vraiment horrible. Les officiers décident de tester l'équipage avec un premier exercice de sécurité. La rapidité de décision dans les moments critiques peut faire la différence entre la vie et la mort dans l'Antarctique. Dès que la sirène sonne, vous venez tout de suite ici avec votre gilet de sauvetage. Paul Watson a son gilet de sauvetage et j'ai le mien. Les canaux seront mis à l'eau sur l'ordre du commandant et s'il est mort, sur mon ordre. Si on perd quelqu'un, ça ne va pas aider notre mouvement. Ça n'aidera pas ce navire ni tout ce qu'on peut faire. C'est effrayant de ne pas savoir comment son corps réagira en cas d'hypothermie. On va dans l'un des endroits les plus reculés et les plus froids du monde. Si vous tombez par-dessus bord, vous mourrez. Même si on vous trouve, vous serez déjà mort de froid. S'il y a un blessé grave, je n'ai pas le matériel pour faire redémarrer un cœur, ni le matériel pour contrôler le rythme cardiaque. On risque de se retrouver avec un mort chaud au lieu d'un mort froid. On est entouré par un océan glacial et on a ici des gens qui travaillent ensemble depuis peu. Dans ces conditions, il y a toujours un risque. C'est très difficile de réunir des gens de différents milieux. On attend d'eux qu'ils travaillent de manière coordonnée. Mais il faut s'adapter aux circonstances. Et parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Dans le cadre de ma stratégie de survie, je dois apprendre à rejoindre le pont en cas de problème. Alors j'ai décidé de le faire les yeux fermés, en comptant le nombre de pas pour traverser le couloir jusqu'à la sortie, de manière à savoir quelle direction prendre et à quel moment. La gamelle du chien, 12. Si c'est quelque chose de grave et que tu ne veux pas paniquer, au moins tu as un plan dans la tête. 8, 9, 10, 11, 12. Et quand j'arriverai dans l'angle, j'ouvrirai les yeux parce que je suis dehors. J'ai survécu. Le premier exercice de l'équipage consiste à mettre à l'eau les bateaux pneumatiques, instruments essentiels pour affronter les baleiniers japonais. Ces Zodiacs sont un peu nos armes. On peut s'approcher des baleiniers, des bateaux-usines. Espérons qu'ils vont démarrer. J'attends Dave. S'il n'est pas là dans une minute, je vais le chercher à la cuisine. Tu vas le chercher, Ryan, ou bien j'y vais?
Dave, on t'attend sur le pont. Oui, je prépare du thé, parce qu'il fait froid là-haut. On ne risque pas de te perdre de vue, c'est certain. En fait, on fait un beau couple avec le vert et l'orange. Le vert et l'orange. Allez, Dave! Ouais. Dave Jennings est un pilote de hors-bord expérimenté. Chantal et Ricky vont l'accompagner pour cet essai. On m'a donné l'occasion de sortir avec le Zodiac. Même si j'étais un peu soucieuse, je suis sûre que ça va bien se passer. J'ai énormément de chance et je suis très fière de faire partie de l'équipe Delta. Dave et son équipe vont s'exercer à mettre le bateau à l'eau pendant que le Steve Irwin est en route, comme ils le feront en présence d'un navire japonais. C'est bon, c'est bon. Encore un petit poil. Quand on repère les baleiniers japonais, on les lance en premier pour les déstabiliser, les ralentir et permettre au Steve Irwin de les rattraper. Attends, ils sont où? Paul Watson sait qu'il faut intervenir au plus vite, sans quoi les membres de son équipage risquent l'hypothermie. Ici, dans l'Antarctique, la mort peut survenir en quelques minutes. Machine arrière, ça prend trop de temps de faire demi-tour. Il faut se rapprocher d'eux, c'est le plus important. En cas de problème, dans ce type d'environnement, la situation dégénère très vite. Essayez de mettre ce Zodiac à l'eau le plus vite possible. On n'est même pas sûr qu'il marche, Paul. On ne veut pas 2 bateaux en perdition. Les Sea Shepherds sont à court de solutions, tandis que leurs compagnons s'éloignent de plus en plus du Steve Irwin. Des cas d'hypothermie et même des décès sont à redouter. Raté. C'est ridicule. On est à 6 ou 7 jours de navigation de l'hôpital le plus proche. Il faut agir vite. Wilfred, l'officier des communications, prend les choses en main et utilise la fusée lance-amarre. Dave Jennings risque le tout pour le tout et nage jusqu'à la corde. Sors cette échelle à tribord, ici! Il faut préparer des couvertures. Le médecin s'inquiétait pour nos compagnons qui étaient à l'eau, car on a mis beaucoup de temps pour les sortir. Il faut descendre la réchauffer. On a dégagé le mess. On a des bouteilles d'eau chaude. On a du chocolat chaud. On a allumé le chauffage. Ils portaient des combinaisons Mustang. S'ils avaient porté des vêtements ordinaires, dans les eaux de l'Antarctique, ils seraient sûrement morts. J'ai examiné chacun d'eux. Et heureusement, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun problème sérieux. Tu avais la jambe coincée, c'était effrayant. Il va falloir gérer le contre-coup émotionnel, le contre-coup psychologique de ces 4 personnes. Quand j'ai compris que mon pied était pris, je me suis dit qu'il y avait un vrai risque que je me noie. Je savais qu'il fallait que je remonte à la surface au plus vite. On a eu beaucoup de chance. Si la mer avait été agitée, il y aurait eu des blessés. Ils feront plus attention la prochaine fois quand ils essaieront de les mettre à l'eau. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu tout un équipage monter dans une embarcation quand on la met à l'eau. Maintenant que ces membres de l'équipage sont sauvés, ils essayent de comprendre pourquoi le bateau s'est retourné. En fait, il faut dire qu'une personne clé a commis des erreurs. Peter Brown s'y est vraiment mal pris avec le filin. La proue s'est immédiatement écartée de 30 degrés par rapport à l'axe du navire. Pendant ce genre de manœuvre, quand on met un bateau à l'eau, il doit rester dans le même axe que la coque du navire et avancer dans la même direction. J'ai eu le tort de lui faire confiance pour cette manœuvre. On m'a dit qu'il s'était retourné parce que j'avais lâché la corde de la proue, mais je la tenais bien jusqu'à ce qu'il chavire. Peter Brown est quelqu'un de dangereux. Si le bateau s'est retourné, c'est parce qu'il n'a pas assez retenu le filin de proue. C'est aussi simple que ça. Sur le pont, il est totalement incompétent. Je commence à ne plus le supporter.
Il est ici parce que c'est un ami de Paul. Dave Jennings n'a pas écouté les instructions des officiers. Seul le pilote doit descendre avec le bateau. Les autres le rejoignent ensuite en utilisant l'échelle. La manœuvre se serait sûrement bien passée s'il avait été seul dans l'embarcation. Sur la plateforme de l'hélicoptère, le nouveau responsable, Potsy, doit faire un aveu difficile. Dans le chaos qui a suivi le chavirage de l'embarcation, il a accidentellement endommagé le rotor principal de l'hélicoptère. Je me disais, c'est pas vrai. Il faut que je dise à Chris que j'ai détruit son satané hélico. Potsy a malheureusement heurté la pale du rotor avec une gaffe. La perche avec un crochet au bout. Il a dû la lever et elle est partie en arrière. Alors il a accroché la pale. Sans l'hélicoptère, on ne pourra pas effectuer de vol de reconnaissance. On va rater les navires japonais. C'est presque aussi grave que si on allait frapper le radar avec une batte de baseball. Avant de faire quoi que ce soit, je vais appeler Darin pour lui montrer cette photo. La mission est sabotée par l'équipage. Je me disais, on vient de me confier ce travail et j'ai tout gâché. C'est un accident bête. On peut faire tout ce qu'on veut sur un hélicoptère, mais il ne faut jamais toucher aux pales du rotor. Je serais vraiment étonné s'il nous dit qu'on peut voler. Chris appelle un ingénieur en aéronautique de Melbourne afin d'étudier la question. Vous avez peur que les caractéristiques de vol de la pale du rotor soient modifiées. Alors vous me conseillez donc d'effectuer un petit vol d'essai pour voir si ça n'a pas modifié le comportement de la pale. D'accord. Je vais faire un essai stationnaire à différents régimes. S'il y a le moindre problème, ça peut très mal finir. Sans l'hélicoptère, la mission des Sea Shepherds est gravement compromise. Malgré les risques, Paul Watson décide de laisser Chris faire un essai. Il y a un petit sifflement. Seigneur, fais en sorte que cet hélicoptère puisse voler. Si le rotor se brise, Chris et son hélicoptère plongeront dans les eaux glacées de l'Antarctique. Chris revient sain et sauf, mais il a une mauvaise nouvelle. Et Paul? Désolé, mais... Rien à faire? Le risque que le rotor lâche pendant un si long vol est trop important. Dis à Potsy qu'il a vraiment foiré sur ce coup-là. Je n'y manquerai pas. Je lui ai parlé et je l'ai regardé. Je lui ai dit que ce n'était peut-être pas utile que j'en rajoute et il a répondu « Non, tu vas t'en charger ». Mais il est très contrarié. Il peut l'être. Oui, effectivement, il peut l'être. Et il l'est. Mais il est vraiment très mal. Vous le savez, ou je vous l'apprends, l'une des pales du rotor a été endommagée par une gaffe. Ce n'est qu'un accident, mais malheureusement, ça nous coûte très cher. On ne pourra plus utiliser l'hélicoptère pour rechercher les Japonais. On pourra seulement effectuer des vols de courte durée, et ça sera un gros handicap. Sacrée journée. On a eu beaucoup de problèmes. On a failli perdre le Delta, et puis on a abîmé une des pales du rotor de l'hélicoptère. Ce sont nos deux outils les plus importants pour harceler les Japonais. Ça a été une journée mouvementée, et on n'a même pas encore trouvé les Japonais. On est à peu près à 50 km de l'extrême nord de la zone de chasse. Je crois qu'il va falloir faire cap à l'ouest, en espérant les rencontrer sur notre route. On est où? On était là à midi. Et on devrait arriver là dimanche midi. C'est très difficile de localiser les Japonais dans des zones qui font des centaines de milliers de kilomètres carrés.
Il y a énormément de terrain à couvrir. C'est une zone au moins équivalente à la superficie de l'ouest des États-Unis. Dans ce vaste océan, les Sea Shepherds recherchent l'équivalent de 6 aiguilles dans une botte de foin, une flotte composée de 2 navires harpons, un bateau-usine pour traiter la viande de baleine, 2 navires de repérage et un ravitailleur. Les Japonais parlent de navires de recherche scientifique. Il y a 6 navires ici. C'est comme s'il y avait 6 camping-cars qui se promènent sans suivre de route précise et vous les recherchez avec une bicyclette. Pour trouver cette flotte, on reçoit des infos sur sa possible localisation. Si on ne la trouve pas, il n'y aura pas de campagne. Pour économiser du carburant, l'équipage appelle un autre navire dans la zone, l'Esperanza, le vaisseau amiral de Greenpeace. Je m'apprête à appeler le capitaine de l'Esperanza pour voir s'il veut bien nous donner les coordonnées de la flotte japonaise. Bonjour l'Esperanza, ici Peter du navire de Sea Shepherd, le Steve Irwin. Comment allez-vous? Raccrochez. Il existe une querelle de longue date entre Greenpeace et Paul Watson, le cofondateur de cette organisation à qui on a ensuite demandé de partir. Ils font beaucoup de pauses dans l'océan. On voit beaucoup de films de membres de Greenpeace qui se font arroser dans leur Zodiac. C'est simplement une posture. Prendre des photos, ça sauve pas les baleines. Que fait Greenpeace? Ils vont là-bas tous les ans. Ils tournent des films de baleines qui meurent. Ils disent que leur politique est celle de témoin. C'est comme marcher dans une rue et voir une femme se faire attaquer et violer sans intervenir. On ne regarde pas un chiot recevoir un coup de pied sans rien faire. On ne regarde pas des baleines se faire tuer en se contentant de filmer. Pour moi, c'est de la lâcheté. Le point de vue des Sea Shepherds ne fait pas l'unanimité. Beaucoup pensent que Greenpeace a plus fait pour stopper la chasse à la baleine que n'importe quelle autre organisation. Malgré leur désaccord, les Sea Shepherds demandent souvent l'aide de Greenpeace. Kim McCoy fait un nouvel essai. Si par exemple, je vous disais où on est, vous pourriez nous dire si on est chaud ou froid? Ça me sidère. Je ne vois pas comment ça pourrait aider à sauver des baleines. Alors vous nous demandez de ne plus vous déranger. Je crois que vous avez été parfaitement clair. Vous ne voulez pas travailler avec nous. On n'a pas besoin de vous. Les baleines ont besoin de vous. Il est temps d'être sérieux et de vous bouger les fesses. Merci beaucoup. Pourquoi je resterais là à me faire insulter au téléphone? Il y a d'autres façons plus civilisées de terminer une conversation, mais parfois c'est trop insupportable. C'est vrai. C'est frustrant pour moi parce qu'on est traité comme des moins que rien dans le mouvement écologiste. Parfois, on est d'accord avec nous, mais on ne veut pas être vu avec nous en plein jour. Greenpeace se comporte comme une bande de puritains, ils ne veulent même pas savoir qu'on existe. Même pas nous donner les coordonnées de l'endroit où on peut les trouver. Je trouve ça inadmissible. Ça montre tout simplement qu'ils ne cherchent pas à stopper la chasse à la baleine. Pour moi, ils peuvent aller au diable. Alors que Greenpeace refuse de les aider à localiser la flotte japonaise, l'équipage est de plus en plus frustré. Rechercher ces 6 navires, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de les prendre en chasse. Pendant qu'ils fuient, ils ne chassent pas. Le Steve Irwin, Shannon au téléphone. Oh, bonjour. 1 degré, 32 minutes. Après des semaines de recherche, les Sea Shepherds ont enfin une première information sur la position de la flotte japonaise. On dirait qu'ils font route à toute vitesse vers le sud-est. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça change toute la campagne. Plus vite on les trouvera et plus vite on les arrêtera. La nouvelle se répand vite. C'est très excitant. Apparemment, on les a trouvés. Mais je le croirai quand je les verrai. Avant de changer de cap, ils veulent cependant vérifier ces informations. On a des renseignements, mais il faut se méfier. C'est un message anonyme, mais on ne sait pas qui l'a envoyé. Il est possible que des gens veuillent nous leurrer. Alors on réunit tous les indices et on tente de déterminer à partir de ça si c'est plausible et quelle direction il faudrait prendre. Maintenant que la rencontre avec les navires japonais se précise, l'équipage se prépare. Bon, alerte rouge. On est à quelques jours d'une éventuelle confrontation avec la flotte japonaise. Ça signifie qu'il faut être prêt à tout moment.
Tous les membres d'équipage doivent être prêts à passer à l'action 24 heures sur 24. On se prépare à mener une guerre où les pertes sont tout à fait réelles. Les pertes sont ces 1000 baleines qui seront harponnées si on n'intervient pas. Dès qu'on les trouvera, ils ne pourront plus chasser et on ne les quittera pas tant qu'on aura du carburant. L'essentiel est qu'on ne perde personne et qu'on n'ait pas à effectuer de sauvetage pendant qu'on opérera. Merci, c'est tout. En ce qui concerne la tactique, je ne sais pas vraiment ce que Paul a en tête. Ce qu'il attend qu'on fasse quand on se retrouvera face à eux. Ça ressemble à un grand jeu de bataille navale quand on y pense. Les officiers de la passerelle pensent que le message anonyme est sérieux. Il va vérifier ça avec l'hélico. Même si l'hélicoptère est endommagé, Watson demande à Chris de confirmer la position des navires japonais. On ne peut plus l'envoyer au-delà de l'horizon. Chris ne doit pas chercher à trop s'éloigner. Il rappelle au pilote qu'il doit rester à portée de vue pour que le navire puisse l'atteindre en cas de défaillance de son hélicoptère. Pour l'instant, on se dirige vers ces coordonnées. Évidemment, tant qu'on ne les a pas vérifiées, on ne peut pas savoir si on nous trompe ou pas. Espérons qu'ils seront là. Dans le ciel au-dessus de l'océan Austral, le pilote d'hélicoptère Chris Holtman tente de vérifier le renseignement concernant la position des navires japonais. Ce renseignement date de 6 heures. Alors s'ils font route à toute vapeur vers l'est à une vitesse entre 15 et 20 nœuds, on ne les trouvera pas ici. Pour compliquer la situation, le rotor endommagé limite le rayon d'action de l'hélicoptère, mais Chris décide de prendre des risques. S'il confirme l'information, les Sea Shepherds devront se préparer à entrer aussitôt en action. On ne les voit toujours pas sur le radar? Toujours pas. À la passerelle, tous les membres de l'équipage tentent de repérer des navires à l'horizon. On dirait un navire. Ouais, je pense aussi. Je demande à Chris d'aller vérifier. Oui. Chris essaie d'aller voir de plus près. Ouais, on dirait que c'en est un, mais c'est difficile à dire. Je le saurai dans 2 ou 3 minutes, vous avertirez. Hélicoptère, ici passerelle. Malheureusement, c'était seulement un iceberg. C'était trompeur. Reçu, ce navire n'était qu'un bloc de glace. Affirmatif. Le renseignement était apparemment mauvais. Alors Chris rejoint le Steve Irwin. Les Sea Shepherds se retrouvent à la case départ. Espérons qu'on continuera à avoir des renseignements et qu'on réussira à les trouver. Cet océan est tellement vaste. Je rentre. Du nouveau? Des nouvelles de l'hélico? Chris est sur le chemin du retour. Sur sa route, au loin, Chris repère soudain quelque chose. Ça pourrait être un navire. Il est énorme si c'est le cas. Il en voit un? Avec les nuages, il ne voit pas très bien d'où il est. Il va se rapprocher. Passerelle ici, hélicoptère. Hélicoptère, ici passerelle. Oui, monsieur. J'ai la confirmation visuelle d'un navire. On ne sait pas encore ce que c'est, mais c'est bien un navire. On connaîtra bientôt le nom et le type du navire. Reçu, on attend. Il s'agit du Yushin Maru numéro 2. Je répète, le Yushin Maru numéro 2. Confirmation visuelle du Yushin Maru numéro 2. D'accord. Devinez quoi? Ils ont repéré un navire. C'est super! Allons les chercher. Vous attendez quoi? Après 41 jours en mer, les Sea Shepherds ont trouvé leur première cible. Les navires harpons sont ce qu'on appelle les navires tueurs. Il y a le Yushin Maru numéro 1, le Yushin Maru numéro 2 et le Yushin Maru numéro 3. Ce sont les navires chargés de tuer les baleines. Chris, tu penses qu'il t'a vu?
Terminé. Aucun doute, je suis juste au-dessus. On passe à l'action cette fois. C'est déjà parti? Dans le prochain épisode de Justicier des mers, On s'aventure en mer sur un navire et la mort est une éventualité. Si vous ne l'acceptez pas, ce n'est pas la peine d'être là. Alors, on a des volontaires? Attention, arrêtez votre braconnage et rentrez au Japon. Ils essaient de jeter Potsy par-dessus bord. Ils ont pris 2 membres de l'équipage en otage et ils refusent de les relâcher. Ce que l'on fait est évidemment dangereux, mais on parle de l'extinction d'une espèce. Delta, 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 ici passerelle. Vous nous recevez? On a perdu le contact. Qu'est devenu l'esprit des vieux samouraïs? On va lancer des grenades incapacitantes ou des lacrymogènes. Grenade! Attention! Des coups de feu! Des coups de feu! C'est une farce. Cette chaîne de commandement est une farce. Si j'étais capitaine, personne n'aurait le droit d'avoir un avis sur quoi que ce soit. Si c'est un ordre, on le fera.